Lucette, bonjour. Certains de tes écrits portent sur le processus de publication. Et donc, ma première question est autour de cette thématique. En recherche, dite savante ou scientifique, qu'est-ce qui est le plus important selon toi? À mes yeux, c'est très clair, c'est la contribution théorique. Contribution théorique. Mais contribution théorique, ça n'a pas tout à fait le même sens d'une personne à l'autre ou même d'un chercheur à l'autre. OK? Le plus souvent, je dirais, une contribution théorique, c'est une contribution qui résulte de la mise à l'épreuve d'une théorie ou d'une ou plusieurs de ses hypothèses euh, dans un contexte particulier. Et ça peut être dans un secteur d'activité, ça peut être dans un pays. OK? Et tout ça permet d'ajouter ou d'enlever du crédit à une théorie. OK? Ou encore d'en préciser les limites ou les conditions d'application. Alors ça, c'est dans le cadre d'une recherche qu'on dit souvent hypothético-déductive. C'est la plus fréquente. Mais on peut aussi avoir une contribution théorique. Une contribution théorique peut être reconnue aussi dans une recherche dite inductive. Ou là, on les appelle aussi, c'est des recherches souvent qu'on dit exploratoires, descriptives, souvent des études en profondeur sur très, très peu de cas qui s'appuient sur des données qualitatives. Et la contribution théorique, elle provient de la proposition à la fin de ces études-là, d'une telle étude, elle provient de la proposition d'un nouveau construit, par exemple. OK? En gestion, on peut penser, on en a des tas de nouveaux construits, bien, ils ne sont plus nouveaux aujourd'hui, là, mais vision stratégique, apprentissage organisationnel, mémoire organisationnelle, carte cognitive, rationalité limitée, on en a des tas. OK? Ça, c'est une contribution habituellement qui est majeure. Quand on peut proposer un construit, ouais, on aime ça. Ils ne sont pas toujours très riches, les construits qu'on propose, mais quand même. Alors, proposer un construit ou proposer à la suite d'une recherche inductive une nouvelle théorie ou de nouvelles hypothèses que d'autres iront mettre à l'épreuve, ça, c'est très intéressant. Et moi, une contribution dans une recherche, une contribution théorique dans une recherche inductive que j'aime bien, c'est de proposer des typologies ou une typologie. De mon temps, là, l'as, le champion là-dedans, c'était Mintzberg. Il proposait des typologies en lien avec la structure organisationnelle ou avec les types de leadership qui sont magistrales de mon point de vue. Alors, donc, en recherche hypothético-déductive ou inductive, c'est les deux types de recherche dans lesquels on retrouve souvent une contribution dite théorique. Mais les revues savantes, comme la revue internationale PME, pour laquelle tu travailles aussi, euh, on va accepter aussi, comme dans la plupart des revues savantes, des contributions qui vont être dites d'ordre épistémologique. Par exemple, une analyse systématique d'une littérature sur un objet donné. On parle de méta-analyse, là. Souvent, quand il y a une contribution significative, là, on va parler d'une contribution théorique. Une contribution aussi d'ordre méthodologique. OK? Celle où on met à l'épreuve une technique d'intervention ou une technique de recherche, les cartes cognitives, par exemple. C'est une recherche, c'est un type de recherche qui va être acceptable dans des revues dites savantes ou scientifiques. Euh, juste en passant, les études inductives, habituellement, ils sont jugés appropriés quand elles portent sur un domaine où il y a très, très peu de connaissances, un domaine qui a très, très peu été étudié. Mais dans tous ces cas-là, dans tous les cas, euh, il y a trois conditions. Puis je vais essayer d'être assez bref quand même sur ça, là. Il y a trois conditions pour qu'il puisse y avoir une contribution théorique. Trois conditions qui sont essentielles. L'objectif de la recherche doit être très clair. Il doit être bien problématisé, cet objectif-là. Et il doit avoir un intérêt théorique. Je reprends chacun de ces trois éléments-là, Véronique, assez rapidement, comme je te disais. Okay? L'objectif, il doit être très clair. Un objectif de recherche, on peut parler de questions de recherche aussi. Pour moi, c'est la même chose. On a juste à ajuster les choses. Un objectif de recherche, c'est un résultat à atteindre. Et il faut qu'il soit formulé assez clairement pour qu'on puisse déterminer à la fin de la recherche dans quelle mesure il a effectivement été atteint. Alors, on comprend que
des mots ou des termes qui soient appropriés pour rendre compte de cet objectif-là. Ça peut être, nous allons mettre à l'épreuve des hypothèses ou une hypothèse. Ça, on peut voir à la fin dans quelle mesure ça a été atteint. Ou bien, on va déterminer les caractéristiques, par exemple, des étapes d'un processus ou d'un ensemble d'activités ou même d'un ensemble de personnes. Ça, c'est des termes qui rendent bien compte d'un objectif de recherche. Mais des termes, comme tu as peut-être toi-même souvent vu, comme José a vu, comme moi, j'ai vu aussi trop fréquemment, là. Tu sais, quand l'objectif de la recherche qu'on voit formulé souvent dans le deuxième, troisième paragraphe là, d'un texte, là, quand l'objectif de la recherche est nous allons essayer de, nous allons nous efforcer de, nous allons examiner, nous allons étudier, nous allons, quand on a censé un certain nombre de mots, là, nous allons aborder, nous allons, tu sais, regarde, c'est des termes complètement à éviter parce que comment tu veux qu'on détermine à la fin dans quelle mesure l'objectif a été atteint avec des termes comme ceux-là. Bon, alors, un objectif formulé clairement, mais il doit aussi être bien problématisé. Bien problématisé, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'objectif, il doit être justifié à partir de l'état actuel des connaissances. Donc, justifié en amont, à partir du passé. Ça veut dire qu'il faut que le chercheur examine attentivement les études passées, qu'il les examine à grands traits, OK, du moins au moment où il veut problématiser sa recherche, et qu'il voit quelque part, ou qu'il découvre, ou qu'il creuse un trou, OK? S'il n'y a pas de trou, il n'y a pas de recherche. Il n'y a pas de problématique. Ça prend un trou. Ça prend un vide théorique à quelque part. Et souvent, bon, en fait, presque tout le temps, ce vide théorique-là ou ce trou-là, il va s'exprimer dans une phrase qui débute par cependant. However and oddly. S'il n'y a pas de cependant, il n'y a pas de problématique, de mon point de vue. Donc, on trouve, cependant, on n'a pas fait ça. On s'est intéressé à ceci, en gros, à cela et à ceci, mais on n'a pas étudié telle chose. L'objectif de la présente recherche sera de, etc., etc. Ça permet au chercheur de positionner clairement sa recherche, et ça, c'est dès le début, là. C'est dès le début. Alors, donc, un objectif clair, bien problématisé, et ayant un intérêt théorique. C'est pas parce qu'il y a un trou qu'il faut le remplir. Tu sais? Tous les trous ne doivent pas être remplis. OK? Alors, il faut se demander s'il y a un intérêt théorique à remplir ce trou-là. Par exemple, on peut dire qu'il y a eu beaucoup de recherches sur les propriétaires dirigeants de PME, mais cependant, il n'y en a pas eu sur la longueur de leurs oreilles. Ouais, mais tu sais, la longueur des oreilles, là, l'intérêt théorique de faire une recherche là-dedans, il n'existe pas. Et très souvent, si on cherche trop un trou dans des choses où, bon, voilà un trou à ne pas remplir, OK? Euh, alors, ça prend une valeur ajoutée sur le plan théorique, OK? Euh, En passant, on se rend compte assez rapidement, surtout quand on évalue des textes comme toi et beaucoup d'autres le font, on se rend compte assez rapidement s'il y a une contribution théorique dans une recherche quand on va examiner la discussion des résultats, souvent vers la fin, là. Le chercheur rappelle, l'objectif de la recherche était de... Les résultats ont montré que... Et là, on voit tout de suite s'il y a une contribution théorique ou non. OK? Alors, ça prend une contribution théorique. Maintenant, ça ne veut pas dire que parce qu'il y a une contribution théorique, qu'elle n'intéresse pas les gestionnaires. En fait, en gestion, la pertinence théorique d'une recherche doit aussi avoir une pertinence sociale dans la quasi-totalité des cas. Ça veut dire qu'elle doit être susceptible d'intéresser les gestionnaires ou les managers ou les gens qui interviennent à quelque part en société. Je signale aussi que malheureusement, il y a des gens qui insistent beaucoup sur l'idée d'en apprendre sur un pays ou sur un secteur d'activité. C'est pas théorique, ça. Apprendre quelque chose sur le Québec ou sur la Tunisie dans une recherche dite savante, ça n'a aucune pertinence. Apprendre quelque chose sur Total ou sur le Bombardier, ça n'a aucune pertinence. Maintenant, ces recherches-là vont être réalisées dans des entreprises ou dans des pays. Ça peut faire réfléchir, mais comme tel, le but d'une recherche savante, c'est pas. On est dans le domaine des idées, on n'est pas dans le domaine des pays ou des entreprises. Tu sais. Euh, alors, je termine cette réponse-là à ta première question.
je consulte un petit peu mes notes que je me suis mis devant moi, tu permets, en disant que c'est presque toujours la première cause de rejet d'un texte dans une revue dite savante. J'ai parlé à plusieurs occasions avec José ou avec d'autres personnes qui agissaient comme rédacteurs en chef ou les évaluateurs de textes qu'on leur envoie. Là, l'absence de contribution théorique, c'est la cause première du rejet euh, des textes pour publication. Alors, j'ai terminé ma longue réponse à ta première question, Véronique. D'accord, merci, merci. Donc, ce que j'entends et ce qu'on doit retenir dans tes propos, c'est que la contribution théorique, ça devrait être au cœur d'une recherche. Et y a-t-il d'autres recommandations importantes que tu aurais envie de formuler à ceux qui font ou qui veulent faire ce métier de chercheur? Moi, j'en vois deux. Il y a beaucoup de recommandations à faire, mais moi, j'en vois deux qui me semblent, en tout cas, cruciales selon moi. L'écriture d'un texte, elle doit être soignée. OK? Et l'autre facteur, l'autre recommandation que je ferais, là, c'est qu'il faut faire preuve d'intégrité en recherche. Je reprends chacun de ces deux points-là encore une fois assez rapidement. L'écriture doit être soignée. En 2018, j'avais écrit une petite chronique dans la revue internationale PME qui était titrée Écrire, c'est bien, bien écrire, c'est mieux. Okay? Un chercheur, c'est quelqu'un qui écrit. On ne fait pas de la recherche dans sa tête, comme un collègue m'a déjà dit à un moment donné, moi je fais de la recherche dans ma tête. Non, 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 non. Un chercheur, c'est quelqu'un qui écrit, OK? Et il y a avantage à bien écrire s'il veut que ses textes soient publiés. Plusieurs rédacteurs en chef notent ou ont noté que un texte qui est mal écrit, c'est un texte qui est vraiment susceptible d'être refusé. Bien écrire, là, la caractéristique première, le mot-clé, c'est la clarté. Il faut que ce soit clair. S'il y a de l'ambiguïté, par exemple, sur ce que quelqu'un a fait ou ce qu'il n'a pas fait dans sa recherche, ça part mal, ça ne va pas. Il ne faut pas qu'il y ait d'ambiguïté là-dedans. Et il faut que, idéalement, là, chercher, toujours avoir le lecteur en tête, là, chercher à se faire comprendre de la même manière par à peu près tout le monde. Si tout le monde ne comprend pas ce qu'on écrit de la même manière, il y a peut-être place à amélioration dans ce cas-là. Euh, en se rappelant, comme moi j'aime le dire, que le plus important, c'est pas d'abord ce que l'on écrit, c'est ce que le lecteur comprend. Et ça, quand on est animé avec cette idée-là, on retravaille son texte, ce qui peut être extrêmement exigeant. Écrire, c'est très, très exigeant, y compris pour quelqu'un qui maîtrise bien la langue dans laquelle il écrit. Euh, Maintenant, pour être clair, il faut aussi, il y a toutes sortes d'autres caractéristiques qui vont aider à la clarté. Il faut bien structurer son texte. Le fil conducteur doit être facile à suivre d'un paragraphe à l'autre et même à l'intérieur d'un même paragraphe. Le fil conducteur doit être facile à suivre. Utiliser aussi un langage précis. Okay? Utiliser des termes le plus juste possible. Éviter les mots vagues. Le verbe avoir et le verbe être, là, on peut se forcer un peu, là. Des termes trop vagues. Moi, j'avais le défaut d'utiliser beaucoup trop fréquemment les termes associés à, liés à. Regarde, là, il est lié comment? Il est associé comment, ce que je voulais dire. C'est important d'être le plus précis possible. Aussi, un texte, il gagne beaucoup lorsqu'il est concis. Et pour moi, être concis, ça veut dire utiliser le minimum de mots pour rendre compte du maximum d'idées. C'est fatigant, ça. C'est fatigant à travailler. C'est long, c'est très exigeant. C'est Blaise Pascal, je pense, qui écrivait Je vous écris une longue lettre parce que je n'ai pas le temps de vous en écrire une courte. Okay? Je trouve ça tellement vrai, tellement vrai. C'est beaucoup plus exigeant d'écrire de façon concise qu'autrement. Enlever les mots inutiles. Souvent les adverbes, c'est bon, ça aussi, on a tendance à en abuser beaucoup, mais enlever les mots inutiles autant que possible, utiliser la forme, privilégier la forme active à la forme passive, adopter un style qui est direct, qui est simple, éviter les termes opaques pour impressionner le... Non, ça impressionne personne.
OK? Quand c'est des termes incompréhensibles il faut que je cherche à faire comprendre du lecteur. Les phrases courtes autant que possible aussi, mais parfois, bon, mettre de la diversité un peu, là, OK, un peu de diversité, phrases courtes, phrases longues, mais privilégier les phrases courtes, pardon. Je pense aussi qu'une recherche, c'est une histoire qu'on raconte. Il faut qu'elle soit vivante, OK? Il faut raconter l'histoire de sa recherche, il faut que ce soit vivant, sans adopter un style amateur. Tu sais? Il faut que ce soit vivant, il faut que ce soit agréable à lire, il faut qu'on capte l'attention du lecteur là-dedans, qu'il ait le goût de continuer à lire et avec oh oui, si possible, un titre informatif, mais accrocheur. Avoir un rythme, un ton, un style qui donne l'envie de le lire. Éviter à tout prix, il y a des abus là-dedans. Là. Éviter à tout prix ce que les anglophones appellent le name dropping. Le name dropping. Vous savez, mettre des noms, là, une toute petite idée, là, et 18 références pour soutenir cette idée-là. Car, arrête, non, ça ne sert à rien. Ça impressionne plus personne. Ça, c'est bon. Donc, éviter ça, de mon point de vue, c'est majeur. Alors, OK pour l'écriture soignée. Quelques mots sur l'intégrité en recherche qui, pour moi, m'a toujours allumé. En gros, ça veut dire il faut être honnête, il faut être transparent, il ne faut pas tricher, il faut honnête, transparent, pas tricher. Pas d'abord par crainte d'être attrapé, qu'on le voit, qu'on nous dénonce, même si dans ce cas-là, il y a quand même lieu de crainte, parce que là, ce que tu te fais prendre, c'est ta réputation, c'est ta crédibilité, c'est la crédibilité de ce que tu écris qui en prend un coup. OK? Mais surtout parce que c'est une valeur à avoir dans notre domaine. On écrit pour soi, pour d'autres. On produit des connaissances. Si on triche, ça ne va pas. C'est vraiment dommage. Les gros problèmes, les infractions les plus graves, on les connaît, là. Inventer des données ou fabriquer des données, c'est affreux. En psychologie, entre autres, il y a eu une recherche très, très célèbre là, de Cyril Burt en Angleterre, en Grande-Bretagne, qui, bon, sur les jumeaux, l'intelligence des jumeaux, tout ça avait été inventé, mais ça a eu un impact sur l'éducation en Grande-Bretagne. Ça a été énorme. Il a fabriqué ça complètement à partir de rien. OK? Bon, la fabrication de données, la falsification de données. Vous savez, arrondir les coins, enlever quelques données qu'on n'aime pas, les supprimer parce qu'elles nuisent à nos hypothèses. Bon, Freud a fait ça. OK? Et d'autres. C'est pas le seul. Plagier, évidemment. Ça, c'est une troisième grande, en tout ou en partie, les travaux d'autrui. Bon, ça, ben, plagier, c'est voler. Hein. C'est du vol. C'est du vol d'idées, c'est du vol de mots. OK? Et ça aussi en gestion, là, Frederick Taylor, que pourtant, moi, c'est le père, on dit que c'est le père du management, que j'ai beaucoup admiré. Et il a été reconnu coupable de plagiat. Un de mes héros absolus, Karl Weick. Okay? Vous savez, les soldats là, perdus dans les Alpes, si ma mémoire est bonne, là, et qui ont découvert qu'ils avaient une carte des Pyrénées et que, mince alors, ils ont suivi la carte et ils ont retrouvé leur chemin. OK? C'est un poème du tchèque Holub. OK? Tout ça a été inventé. Bon, Karl Weick, c'est dommage. Il s'est expliqué, mais bon. Le mal était fait. Alors ça, c'est les grandes infractions. On ne devrait même pas avoir besoin de le dire, mais bon. Et ça, qu'importe les circonstances, ça, c'est jamais justifiable. Mais il y a aussi des infractions moins graves, mais qui sont quand même, de mon point de vue, graves. Okay? L'autoplagiat en est une. Vous savez, se répéter continuellement, mais sans faire référence à la contribution première, là, répéter, bégayer. Okay? Selon moi, c'est carrément. On lit des choses qu'on a déjà lues, ça prend du temps inutilement et c'est malhonnête. Ça laisse paraître, ça donne une publication de plus sur son CV, mais c'est malhonnête. Il faut dire, si on s'appuie sur quelque chose pour une recherche, si on s'appuie sur une de ses propres recherches, il faut le dire.
Il ne faut pas avoir peur de citer ses propres travaux quand ils servent à justifier ce qu'on fait actuellement. Tu sais. Et ça, c'est très simple, mais ce n'est pas toujours le cas. Là. Bon. Un autre que je trouve extrêmement grave, c'est, personnellement, je le trouve très grave, c'est attribuer un statut d'auteur ou de co-auteur à quelqu'un qui ne le mérite pas, ou bien ne pas en attribuer un à quelqu'un qui le mériterait. Alors, qu'est-ce qui mérite le statut d'auteur ou de co-auteur? C'est très clair de mon point de vue, là. Il faut, pour être auteur ou co-auteur, il faut apporter une contribution au niveau des idées, une contribution d'ordre intellectuel à la recherche, pas d'ordre financier ou pas parce que je suis le directeur d'un laboratoire. Non, 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 non. Il faut apporter une contribution au texte lui-même et une contribution qui est significative. Alors, on sait que, puis il y a des endroits où on abuse vraiment de ça, c'est bon. Mais donc, à éviter. Moi, j'ai déjà vu une recherche, c'est pas une blague, là, qui contenait tout près de 3000 auteurs. 3000. Mais il y en a beaucoup à 1500, 1200, il y en a. Mais 3000, là, tu sais, je veux dire, là, on est rendu loin. Là. Alors là, est-ce que chacun va apporter une contribution significative? Non, tu sais, c'est comme rire du monde, ça. Tu sais. Alors, voilà, Véronique, pour ta deuxième question. Merci, merci Pierre. Alors, pour terminer, on va terminer avec un « et si c'était à refaire ». Que Oui. changerais-tu ou ne changerais-tu pas d'ailleurs dans dans ta vie de professeur que tu as menée durant toutes ces années? Oui. Bien, je t'avoue que euh, je ferais sensiblement la même chose. J'agirais sensiblement de la même manière, autant en recherche qu'en enseignement, qu'en service à la collectivité, à l'interne ou à l'externe. Encore une fois, super brièvement, là. En recherche, moi, je veux toujours essayer de faire ce que j'avais le goût de faire. Tu sais, c'est ce que j'aimais faire, ce qui m'allumait, ce qui m'excitait. OK? Et dans ce sens-là, bon, je bon, parfois, il y avait clairement pas de bénéfices financiers ou de bénéfices de prestige ou même de carrière. Je ne mettais pas ça à l'avant-plan. C'est pas qu'on n'ignore pas ça complètement, là, mais je ne mettais pas ça à l'avant-plan. OK? Je faisais ce que j'avais le goût de faire. J'ai travaillé, entre autres, peut-être presque 3 ans sur l'analyse des textes de Frédéric Taylor. Ça a donné une petite publication, mais j'ai eu du plaisir et de la satisfaction à faire ça, comme c'est pas possible. Puis, on passe rien qu'une fois ça boule, hein. Faire ce qu'on aime, me semble que c'est important. Euh, euh, j'ai, si j'ai un regret, ça, je peux en parler très brièvement encore une fois, là. Euh, Moi, c'est une de mes faiblesses, OK? Elles sont nombreuses, mais une de mes faiblesses, j'ai pas eu tendance à travailler en groupe ou en équipe. Et ça, c'est un peu naturel chez moi de ne pas le faire, mais c'est appauvrissant, ça. On s'enrichit à travailler avec d'autres, à confronter plus ses idées dans le cadre d'une recherche avec d'autres. Et moi, je l'ai fait parfois, mais vraiment, vraiment pas assez. Alors voilà, voilà, que je suis coupable. OK? Je me suis soigné, mais je ne me suis jamais guéri. Alors, donc, c'est dommage. Bon, euh, en, euh, en enseignement, juste quelques mots aussi, là, moi, le plaisir le plus grand que j'ai eu, c'est que j'ai essayé, puis j'ai réussi assez bien là-dedans, là, à enseigner aux 3 cycles, si possible à chaque année. Il fallait que j'aie la possibilité de le faire à l'UQAM, là. Mais ça veut dire enseigner au bac. Ici, on donne 4 cours par année. Un professeur donne 4 cours par année. Alors, j'essayais d'en avoir 3, qu'il y en ait au moins un au bac, un à la maîtrise et un au doctorat. C'est des défis qui sont différents, mais c'est excitant de devoir s'ajuster. Bon. Et ça, pour moi, là, ça a été très, très important. J'ai essayé de faire ça. L'autre chose que j'ai essayé de faire, c'est que je suis parti avec une idée pour moi qui est très, très importante, que, encore une fois, l'important, c'était pas, le plus important, c'était pas d'abord ce que j'enseignais, c'était ce que l'étudiant apprenait. Et ça, quand tu changes le focus, pour utiliser un anglicisme, quand tu changes le focus, c'est que tu t'adaptes tes méthodes pédagogiques pour rendre l'étudiant beaucoup plus actif dans ses apprentissages. C'est exigeant, mais c'est le fun, c'est agréable comme c'est pas possible. Euh, euh,
les services à la collectivité, ben là, un peu comme tout le monde, je pense, je vais essayer d'apporter ma contribution modeste, euh, sans prétention, là. Je vais siéger sur beaucoup de comités, beaucoup de programmes, mais là encore, moi, j'avais l'impression d'y gagner. J'ai évalué des textes pour la RIP et pour d'autres, beaucoup, beaucoup. Euh, je vais développer avec l'aide de José et d'autres un code d'éthique et de déontologie, bon, pour l'ère PME. Je vais assumer surtout là, durant 5 ans à la RIP la responsabilité des chroniques sur le métier de chercheur. Là, bon. Mais j'avais l'impression, très, très honnêtement, sincèrement, que c'était pas égoïste, je pensais aux autres, mais c'était égocentrique. Ça partait de moi, ça partait de mon centre. J'avais le goût de faire ça. Alors donc, c'était satisfaisant. Et là, je vais terminer, ça va être la dernière phrase, là, mais euh, puis encore une fois, en toute modestie, sans aucune prétention, là, euh, j'aime bien ce que je vois quand je regarde dans le rétroviseur de ma vie professionnelle. Je suis content de ce que j'ai fait. J'en ai tiré beaucoup de plaisir et de satisfaction. Voilà, Véronique. Très bien, merci. Merci beaucoup, Pierre. Je te remercie pour tous ces partages et tout ce que tu nous as offert durant cette entrevue. Merci, merci beaucoup. C'est très gentil de ta part, Véronique. Merci à toi également.